je vous propose qu'on écoute le professeur Mehdi, le patron de Sciences Po, qui voudrait nous dire quelques mots pour nous accueillir. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, je viens à peine de prendre mes fonctions et c'est avec un très grand plaisir et un très grand honneur que je prononce ces quelques mots de bienvenue pour vous souhaiter donc la bienvenue dans cet amphithéâtre Bruno-Étienne et plus largement dans cette maison. Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance personnelle et celle de l'ensemble des femmes et des hommes qui animent ces lieux quotidiennement et qui font vivre cette vénérable maison. Nous sommes très sensibles à la confiance que vous nous témoignez et à la confiance que vous nous avez conservée, y compris quand cette maison a traversé des périodes de turbulence. Et si nous parvenons à sortir de la tourmente, c'est grâce à la fidélité de partenaires aussi prestigieux que le Cercle. L'histoire du Cercle des économistes et de Sciences Po Ex s'entrelace depuis bientôt 15 ans. Nous en avons discuté avec le professeur Lorenzi. Il est sans doute temps de réfléchir aux voies et moyens d'approfondir et de pérenniser cette relation à bien des égards singulière. En attendant que notre histoire commune se poursuive, je tiens à vous adresser mes vœux de succès et vous souhaiter une très belle et excellente session 2015. Merci à vous, je suis François Langlais, France 2 RTL, j'anime ce débat donc demain, tous créateurs. On va bien sûr, comme c'est l'usage au Cercle, d'abord écouter Hélène Ray, qui est économiste et professeure. Mais je suis désolé, les micros ne fonctionnent pas, donc il va falloir observer un silence quasiment religieux, ce qui pour une chapelle est évidemment tout à fait normal. Je salue d'ailleurs les salles qui sont à côté et qui nous écoutent. Hélène, nous allons vous écouter 4 minutes. Je vous passe le micro car je crains que le vôtre ne fonctionne pas. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là de si bon matin. Donc, l'innovation est au cœur de beaucoup de théories économiques de la croissance. Vous m'entendez au fond? Oui, d'accord. Donc, l'innovation est au cœur de nombreuses théories économiques de la croissance. Dans le modèle de Solow, par exemple, la croissance de long terme est déterminée par le capital, le travail et la productivité. Or, la productivité est liée au niveau d'éducation des travailleurs, mais aussi aux technologies utilisées et aux institutions des pays. Certains pays, comme la Corée du Sud et Singapour, qu'on a appelés les tigres de l'Asie du Sud-Est, ont cru à des vitesses phénoménales pendant les années 70-80, en accumulant du capital. Mais lorsque cette marge de croissance est épuisée, lorsque les rendements des croissances sont atteints, les pays doivent trouver des moyens d'augmenter leur productivité. Ils doivent innover. C'est vrai en ce moment pour la France, pour les pays européens, c'est vrai pour les États-Unis et c'est de plus en plus vrai pour la Chine. De même, la théorie schumpeterienne de la croissance souligne le rôle de la destruction créatrice. Durant les récessions, les entreprises les moins productives sont détruites et libèrent des ressources qui peuvent ensuite être allouées aux start-up novatrices ou à des entreprises plus performantes. Ce faisant, la productivité agrégée de l'économie augmente, générant plus de richesses. Mais curieusement, ces théories n'ont pas grand-chose à dire sur les sources de l'innovation. Une question fondamentale est donc de savoir quels écosystèmes, dans les sociétés humaines, favorisent la création. À ce regard, l'histoire économique est riche d'enseignements. D'après Joël Mokyr, qui est un professeur d'histoire économique à Northwestern, l'humanité a connu un petit nombre d'innovations révolutionnaires qu'il appelle des macro-inventions, comme l'électricité ou le moteur à explosion, ou plus récemment comme l'Internet et les ordinateurs. Ces innovations mettent beaucoup de temps avant d'être utilisées dans la société, parfois plusieurs décennies, car il faut une multitude de petites inventions, ce qu'il appelle des micro-inventions, pour les rendre utilisables dans l'économie. C'est ainsi que quelqu'un de très distingué comme Bob Solow, prix Nobel d'économie, a déclaré dans les années 80 « Les ordinateurs, on peut les voir partout, sauf dans les chiffres de la productivité. » Et d'ailleurs, peut-être est-ce seulement maintenant que les potentialités
de l'Internet et des ordinateurs qui sont des macro-inventions, ainsi que d'autres nouvelles technologies de la communication, commencent à être incorporées et à être utilisées à plein, avec des micro-inventions comme par exemple Airbnb. Les micro-inventions sont relativement fréquentes et elles constituent la principale source des gains de productivité. Les macro-inventions, par contre, sont rares et elles sont imprévisibles. Rappelons-nous par exemple que Lord Kelvin, qui était président de la Royal Society, proclama en 1895 « Il est absolument impossible que des machines plus lourdes que l'air volent ». Donc, selon Mokir, le processus de l'innovation est façonné par 4 facteurs. Le premier, c'est la capacité à générer des inventions fondamentales. Chaque société a son agenda de recherche, ses thèmes d'intérêt. C'est ainsi que l'Antiquité a passé beaucoup de temps à l'étude des mouvements célestes. Peut-être passons-nous beaucoup trop de temps à étudier les gyrations des marchés financiers et à étudier l'économie, par exemple, dans notre société actuelle. Le deuxième facteur est la capacité à diffuser des innovations fondamentales. Qui a accès au savoir et à quelle vitesse? Et le troisième facteur est la capacité à transformer les innovations fondamentales en techniques applicables. Finalement, le quatrième facteur a trait à l'adoption des innovations. Que faire face à la résistance des gens qui essaient de bloquer les innovations pour protéger leurs précarés? De nos jours, et je conclurai avec ça, un débat fait rage. Est-ce que la baisse tendancielle observée pour l'investissement dans les pays développés depuis les années 80 est due à un ralentissement du progrès technique? Est-ce que Bob Gordon a raison de dire qu'aucune des innovations liées à l'Internet n'est aussi importante que l'introduction de l'eau courante chez soi? Posez-vous la question, préféreriez-vous vivre sans iPhone ou sans toilette? Et finalement, est-ce que le ralentissement de la productivité depuis quelques années dans les économies avancées est un phénomène permanent? C'est-à-dire, est-ce que la stagnation séculaire est avec nous, comme l'a dit Larry Summers? Autant de questions que, je l'espère, le panel va discuter. Merci. Ça marche? Écoutez nos intervenants. Tiens, le micro revient. Et puis les écouter chacun 4 minutes, donc c'est assez exigeant, ils vont être concis dans leurs propos. Après quoi, nous prendrons tout de suite les questions de la salle, en commençant bien sûr par celles préparées par les étudiants. Navi Radjou, vous êtes conseil en innovation, auteur de livres, auteur aussi de conférences sur TED. Au fond, l'innovation a-t-elle besoin pour éclore d'un terreau particulier, ou bien est-ce qu'elle peut se produire n'importe où? La technologie marche des fois. Bon, je me suis mis le minuteur à 4 minutes, donc top chrono, on y va. Donc effectivement, je suis ravi d'être ici à Aix-en-Provence, participer à cette conférence. J'ai passé en fait les 10 premières années de ma vie à étudier l'innovation en Occident et les 10 dernières années de ma vie à étudier l'innovation dans le Sud, les pays du Sud. Et c'est très fascinant de voir le contraste en termes de comment les gens innovent et expriment leur créativité dans le Nord comparé dans le Sud. Dans le Nord, on a tendance à associer l'innovation avec recherche-développement, R&D. Les grands groupes occidentaux aujourd'hui dépensent à peu près 650 milliards de dollars en recherche-développement. Et pourtant, le retour sur investissement est tout à fait douteux, simplement parce qu'on a tendance à développer des produits de plus en plus sophistiqués, mais finalement ne répondent pas vraiment à des besoins réels de marché. Donc il y a une forme de décalage entre, si vous voulez, l'offre d'innovation et la demande d'innovation. Alors, par contre, d'un point de vue métaphore, c'est l'équivalent de dire finalement on est capable d'inventer des marteaux de plus en plus sophistiqués et après on va à la recherche des clous. Alors dans le pays du Sud, c'est l'inverse. Les gens ont déjà plein de coups plantés dans le pied et cherchent désespérément à trouver n'importe quelle solution pour les extraire. Donc tout le monde met la patte, tout le monde crée, tout le monde innove. Et pour eux, le laboratoire, c'est la rue. Et ça résulte en fait d'innovations tout à fait intéressantes, ingénieuses, comme un réfrigérateur conçu entièrement en argile par un potier en Inde, ou un panneau publicitaire au Pérou qui absorbe l'humidité de l'air et la convertit en eau potable tous les jours, 90 litres d'eau par jour, ainsi de suite.
Et donc, c'est ce que j'appelle l'innovation frugale, c'est vraiment cette capacité à innover sous contrainte et trouver des solutions tout à fait astucieuses avec très peu de moyens qui pourtant apportent plus de valeur à moindre coût. Et donc, la première grande idée de ces innovations frugales que j'ai décrites dans mon premier livre, c'est qu'en fait, comparé à la France où râler est le sport national, on ne se plaint pas des ressources qu'on n'a pas. On essaie en fait de puiser dans ce qui est abondant pour adresser ce qui est rare. Exemple concret de ça, c'est l'Afrique. Je pense qu'Éric connaît mieux que moi et on décrira, mais Afrique, 80% des pays, 80% dans les pays africains, par exemple, il n'y a pas d'électricité ou il n'y a pas de services bancaires. Par contre, 80% d'Africains ont un téléphone portable. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qui est abondant, la connectivité mobile, pour adresser ce qui est rare. D'où, par exemple, au Kenya, il y a maintenant le service qu'on appelle M-Pesa qui permet en fait des gens de recevoir l'argent sur le portable sans avoir un compte bancaire. Et ils peuvent même utiliser ça comme paiement pour se procurer une énergie solaire avec un paiement quotidien fait avec le portable. Donc ça, c'est la première grande idée, c'est vraiment utiliser ce qui est abondant pour adresser ce qui est rare. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que cette forme d'innovation frugale commence à se pratiquer aussi en Occident, grâce à des micro-inventions que Hélène vient d'écrire. Alors ça, c'en est une, ça s'appelle Raspberry Pi, inventé à Cambridge University. C'est un ordinateur personnel, taille d'une carte de crédit, qui coûte à peine $30. Avec ça, maintenant, on peut commencer à, monsieur tout le monde, développer des applications tout à fait intéressantes, pas juste ludiques, mais vraiment avec une utilité sociale, environnementale très importante. Un exemple concret de ça, c'est mon voisin qui a développé ça. Ça s'appelle G-Drive. En fait, c'est des capteurs sans fil conçus comme une règle en plastique qu'un agriculteur peut implanter dans le sol. Et ça commence à collecter des données très détaillées sur les conditions du sol. Et pour la Californie, qui va faire fait face à une énorme sécheresse d'eau, c'est vraiment un don du ciel. C'est le 5e producteur agricole au monde. Donc, pour faire mieux avec moins, on a besoin d'une solution très frugale comme ça. Et cette solution est rentable au bout de 7 mois. Okay. Donc, pour conclure, je dirais que des problématiques comme l'eau, la santé, l'éducation, ce sont quand même des problématiques universelles. Et j'ai commencé à étudier d'abord les solutions innovantes du pays du Sud, mais je vois que finalement, ces solutions peuvent aussi trouver un créneau dans le Nord. Et inversement, je pense que les solutions du Nord peuvent aussi avoir des applications dans le Sud. Et donc, étant indien, français, américain, moi, je pense qu'il est temps maintenant qu'on transcende la démarcation artificielle de Nord et Sud et qu'on commence à penser qu'on vit sur une même planète qu'on partage tous. Et donc, il faut co-créer des solutions qui, en fait, aident à bâtir un monde durable. Merci. Merci Navi pour ces idées neuves et pour la clarté et la concision de vos propos. Clara Guémard, vous êtes PDG de General Electric France, bien sûr, General Electric qui est une entreprise mondiale. Est-ce qu'on peut créer dans une entreprise mondiale, avec forcément une organisation assez lourde, forcément un peu de bureaucratie, comment est-ce qu'on se débrouille pour préserver un écosystème favorable à l'innovation dans une multinationale ? Bon, c'est très difficile de parler après Navi Raju, mais je vais faire comme lui, je vais mettre le chronomètre comme ça. Au moins, j'aurai ça en commun avec lui. Thomas Edison, créateur de General Electric, avait l'habitude de dire « Je n'ai pas échoué, j'ai eu simplement 10 000 idées qui n'ont pas marché ». Donc le premier moteur de la croissance et de l'innovation, c'est la création. Et comment on fait pour que dans une grande entreprise, bien sûr il y a la R&D, mais on recrute des gens qui ne sont pas simplement de bons soldats, de bons exécutants, de gens qui développent, des ingénieurs qui développent des solutions incrémentales aux produits qu'on a déjà, et comment on fait pour avoir des créateurs. C'est toute la question. Et Jeff Immelt, le patron de General Electric, en 2010 s'est dit quelle est la révolution qui est devant nous, et je le cite en anglais parce que vous comprenez tous anglais. Aujourd'hui, c'est If you went to bed last night as an industrial company and you are going to wake up this morning as a software and analytic company. Et la transformation radicale d'une entreprise industrielle comme General Electric, qui, je le rappelle, fabrique des moteurs d'avion, des scanners, des IRM, des locomotives, beaucoup d'énergie, des turbines à gaz, des turbines vapeur, des éoliennes, du solaire, etc. C'est de se transformer d'une entreprise qui fabrique des produits, qui fabrique des solutions, qui fabrique du software, à une entreprise de big data.
Et c'est cette révolution-là qu'il a fallu faire. Et ça change tout. Je vais vous donner un exemple. Dans les hospices, avec les hospices de Lyon qui sont juste à côté, on a l'habitude de vendre dans les hôpitaux des IRM, des scanners, du matériel médical lourd, très sophistiqué, qui impose une R&D, une compétence de très haut niveau. Et on est en train de transformer le business model en vendant à l'image plutôt que de vendre des machines. Ça veut dire que vous passez d'une économie où vous vendez un matériel qui vaut 500 000 € ou 1 million à une économie où vous allez vendre à l'image. Ce sont ces transformations radicales que l'on doit faire à l'intérieur de l'entreprise. Alors on le fait de plusieurs manières. On le fait évidemment en investissant énormément dans la R&D. On le fait avec beaucoup d'open innovation. Par exemple, on a lancé de l'innovation ouverte en partenariat avec des startups. On a lancé par exemple un concours sur des thématiques très précises dans le monde. On a eu 2500 réponses et qui émanaient d'entreprises, mais qui émanaient aussi d'universités ou d'individus qui étaient assez géniaux pour trouver des solutions, et on les a financés. Et puis on a un nouveau modèle de recherche qui s'appelle le dojo. Le dojo, vous devez, pour ceux qui font des sports de combat, c'est un tapis où le maître et l'élève apprennent ensemble, développent ensemble des nouvelles postures. Et donc le dojo, c'est le nouveau centre de recherche, c'est-à-dire que celui qui sait se met avec un client. Et ensemble, pendant quelques mois, ils vont développer une application. Donc on est dans quelque chose de très fluide et qui change radicalement la façon dont on approche la recherche, parce que nous ne sommes pas les sachants. Nous construisons avec nos clients les nouvelles solutions de façon extrêmement fluide et en fonction des projets et des besoins. Et je voudrais terminer avec deux questions qui sont fondamentales pour General Electric, mais qui sont fondamentales pour nous tous. La première question, c'est comment on va réussir cette transformation majeure d'une économie de la production à une économie de la connaissance. Comment ne pas tuer ce qui existe déjà et en même temps être dans le monde de demain. Et la deuxième question, qui est la plus compliquée pour des chefs d'entreprise comme nous, c'est que construire l'innovation, on sait faire, mais faire naître la création, c'est beaucoup plus compliqué. Merci Clara. Merci là encore pour votre exposé et pour votre ponctualité. Éric Orsena, vous êtes écrivain, votre autre métier, j'allais dire, c'est immortel, et puisque vous êtes académicien, vous êtes un créateur. Est-ce que tout le monde a en soi cet aiguillon qui pousse à créer? Au fond, comme le disait Navi tout à l'heure, est-ce que vous pensez que c'est un don qui est largement partagé? Et si oui, comment l'entretenir, le développer? Alors, une première remarque, c'est que avant d'être tous créateurs, il faudrait mieux ne pas être tous détruits. Et qu'il y a des façons de ne pas détruire ceux qui travaillent, c'est-à-dire les respecter. Et c'est quand même facile de dire merci, d'avoir confiance et de saluer ceux qui font un travail, quel qu'il soit. Donc, avant la création, il y a éviter la destruction. Ensuite, pour la création, il se trouve qu'à l'Académie, je suis au fauteuil de Pasteur. Et que mon voisin, François Jacob, le prix Nobel de médecine, était accablé que j'occupe le fauteuil de Pasteur parce que j'étais absolument nul en biologie. Donc je me suis soigné, j'ai travaillé un peu. La vie, vous me direz, à mon âge, il vaut mieux que je sache ce que je sais. Enfin, et que la conclusion que j'ai, c'est que la vie, c'est une start-up qui a réussi depuis quelques milliards d'années. Alors, comment ça réussit? Alors, c'est très simple. Premièrement, un écosystème, c'est-à-dire on ne crée pas seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Avec qui? On ne crée pas seul, ça ne veut rien dire. La plupart des idées arrivent en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné. Deuxième chose, très importante, la question des horloges. Quand vous réfléchissez à la mer, vous voyez qu'à l'œuvre, il y a 3-4 temporalités différentes. Il y a 6 heures les marées, il y a beaucoup plus longues, il y a peut-être 10 000 années l'axe de la Terre par rapport au Soleil, etc. Donc créer, ça veut dire pas uniquement être obnubilé par l'agitation. L'agitation n'a rien à voir avec la création. L'agitation remplit du vide, alors que la création est faite justement de l'amitié avec le vide. Si on n'accueille pas de la lenteur en soi, on ne créera jamais rien. Lenteur va avec la solitude. Troisièmement, la question de la circularité. On dit toujours le roman est mort.
Sauf que le roman, il continue à vivre. Et pourquoi le roman continue à vivre? Parce que le roman est l'activité la plus moderne qui soit. Parce que le roman, c'est du recyclage permanent. C'est-à-dire, j'ai un amour heureux, très bien, j'essaye de vivre l'amour. Mais ça m'intéresse moyennement. J'ai un amour malheureux, super, vive le râteau, et je fais un roman désespéré sur cet amour heureusement malheureux. Donc, c'est ça. Donc, il faut saluer le râteau, il faut saluer l'échec. C'est tout à fait lié à la création. C'est comme le papier. On dit que le papier, c'est un très vieil objet. C'est maintenant un objet, une matière de très haute technologie. Et le papier a inventé le recyclage parce qu'au début des âges, 2 siècles avant Jésus-Christ, le papier, c'était que des filets de pêche pourris, des tissus ou des écorces. Donc, vive le recyclage. Et tout ça, c'est l'exemple de la vie qu'on appelle le biomimétisme. Cherchons dans la vie les manières qui ont permis à la vie de se développer si souvent. Et donc, une fois de plus, salons l'échec. Et mon maître à penser est une jeune femme qui s'appelle Anne-Sophie Novelle et qui a exactement en termes de philosophie ce que je dis dans ma vie personnelle, vive le râteau. Elle dit de façon plus intellectuelle et plus botanique, plus je me plante, plus je pousse. Merci. Merci Eric pour cet éloge inattendu du râteau. Avant d'écouter Jacques, juste un petit mot. Donc on prendra vos questions juste après la dernière intervention. Il y a 2 autres salles qui nous suivent en parallèle, mais pour lesquelles malheureusement nous n'avons pas la possibilité technique de prendre leurs questions, donc qu'ils nous pardonnent. Quant aux vôtres, elles pourront être recueillies grâce à des micros qui circuleront dans l'assistance dans quelques minutes. Jacques Attali, vous êtes président de Planète Finance. Bien sûr, vous êtes aussi un esprit libre. Et vous êtes réputé pour, non pas vos prophéties, en tout cas vos anticipations. Vous préparez d'ailleurs un livre à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'innovation demain? Sera-t-elle plus largement diffusée qu'aujourd'hui? Cette conversation que nous avons depuis tout à l'heure m'a rappelé cette très belle discussion rabbinique sur cette phrase si célèbre « Rien de nouveau sous le soleil ». Et ce « rien de nouveau sous le soleil », certains rabbins disaient, mais c'est absurde. Nous sommes une nation qui pensons que le progrès, l'innovation va tout changer. Comment peut-on écrire rien de nouveau sous le soleil? Ça n'a pas de sens. Oui, mais un autre rabbin répond, vous n'avez rien compris. Rien de nouveau sous le soleil parce que le nouveau est au-dessus du soleil. Et c'est très important par rapport à la conversation qu'on a là. Ça veut dire que le nouveau, c'est toujours regarder le monde d'ailleurs. C'est toujours sortir du paradigme dans lequel nous sommes pour penser les choses autrement. Eric a très justement dit, dans une phrase qui me permet de lui signaler une légère contradiction dans son propos pour animer nos débats, puisqu'il a dit à la fois qu'on ne créait pas seul et qu'il fallait la solitude. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut la solitude pour créer, mais qu'il faut aussi ensuite dialoguer avec d'autres. Par rapport à la société, à la situation d'aujourd'hui, il est vrai que nous sommes dans une grande transition. De tout temps, l'humanité crée quand elle ressent un manque. Et d'abord, c'est d'abord un manque personnel, un manque profond. On est en manque de soi-même quand on a envie d'écrire un livre, quand on a envie de faire de la musique, quand on a envie de faire un tableau. Nous sommes dans une ville qui a connu beaucoup d'artistes qui ont juste fait cela parce qu'ils étaient en situation de manque. Et c'est le ressentiment du manque qui pousse à la création. C'est le ressentiment du manque qui a fait, au XIIe siècle, inventer le gouvernail des tambours, qui a fait naître le capitalisme. C'est cela qui crée toutes les sources d'énergie nouvelles qui ont progressivement évolué. Et les premières innovations ont été ressenties à cela. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'en effet, le manque physique, le manque d'énergie ou de matière au sens propre, est plutôt dans le sud, et le manque que nous avons dans le nord est un manque différent, c'est un manque fondamentalement de temps. Alors que le sud a, pour caricaturer, a tout le temps qu'il faut, beaucoup trop même par rapport à ce qu'ils peuvent en faire, nous dans le nord nous avons un manque de temps. Et il y a un grand changement, une grande évolution pour se concentrer un instant sur l'innovation
proprement économique qui fait que les innovations, la créativité aujourd'hui s'oriente vers comment faire un meilleur usage du temps, comment libérer du temps, ce qui veut dire évidemment la santé, l'espérance de vie, évidemment traquer partout toutes les parcelles de temps mal utilisées. On le voit par exemple avec dans un siècle, on dira que c'était absurde de posséder des automobiles qui dorment pendant 18 heures sur 24 ou 20 heures sur 24. Et en même temps, quand on est dedans, on perd son temps puisqu'on ne fait rien d'autre que jouer avec un volant. Donc, toutes ces évolutions qui vont venir maintenant, c'est pour libérer notre temps. Mais pour libérer notre temps, pour quoi faire ? Évidemment, pour apprendre, pour créer. Et c'est là que se trouve le grand problème d'aujourd'hui dans cette créativité, c'est qu'une société véritablement libre est une société où, en effet, chacun pourra faire valoir sa capacité créative. Je suis de ceux qui pensent que chaque être humain est génial en quelque chose, mais que la tragédie de l'histoire humaine, c'est que très peu de gens trouvent leur place au sens de Carlos Castaneda, c'est-à-dire trouvent en quoi ils sont géniaux ou géniaux. Et ceci tient fondamentalement à ce que nos sociétés ne sont pas libres. Nous ne sommes pas libres de penser en dehors du soleil. Nous ne sommes pas libres d'en sortir. Comme disait, pardonnez-moi, j'ai une citation qui me vient à l'esprit, Schopenhauer, nous ne sommes pas libres de vouloir ce que nous voulons. Et je crois qu'une vraie civilisation libre, c'est une société qui nous permet de vouloir ce que nous voulons. Et ça passe essentiellement par un mot qui domine tout, c'est l'école maternelle. Si l'école maternelle n'était pas une dictature, si on apprenait aux parents à être des parents qui écoutent quand un enfant dit quelque chose de différent, quand il est original, quand il est créatif, quand on applaudit à quelqu'un qui désobéit, parce que la désobéissance est la condition de la créativité, nos sociétés seraient infiniment plus agréables à vivre. Merci Jacques. Après l'éloge du râteau, c'était l'éloge de la désobéissance, au fond. On va prendre la question de Louise, qui est une étudiante de l'ESSEC et de Sciences Po, et qui voulait justement, pour poursuivre vos derniers mots, Jacques, nous poser une question sur le système éducatif français. Louise est là. Elle va prendre le micro qui se trouve. Mademoiselle, si vous pouvez le lui apporter, ça serait gentil. Attention à vous. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Louise Mariani. Donc, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait Sciences Po avant de faire l'ESSEC. Et ma rencontre avec la créativité pendant ces deux grandes écoles s'est limitée à plus ou moins une semaine que chacun de ces programmes a laissé à l'imagination. Ça s'appelait Imagination Week à l'ESSEC. C'est un nom un peu différent à Sciences Po. Maintenant, je suis à l'orée du monde du travail. Et dans mes entretiens de recrutement, la place laissée à la créativité est nulle. La place laissée au nom de mes diplômes est beaucoup plus importante. Et du coup, je voulais savoir comment on fait aujourd'hui pour que industriels, recruteurs, mais aussi les écoles et le système universitaire fassent en sorte que les jeunes gens créatifs soient plus mis en évidence et plus valorisés. Merci. Merci Louise. Effectivement, une question qui touche à la fois au système éducatif français et puis aux recruteurs. Clara, peut-être un mot sur la façon dont justement vous, en tant que patronne, vous vous débrouillez pour donner les opportunités dont parle Louise aux jeunes. Bien sûr, Jacques, après. Je pense que vous touchez un sujet qui est majeur pour la société française et que d'autres pays ont résolu de façon beaucoup plus efficace, comme les États-Unis. Le sujet d'espérance, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un jeune sur deux, j'espère que c'est votre cas, qui a envie d'être entrepreneur et qui a plus tellement envie d'aller dans les grands groupes. Et le sujet que nous avons dans les grands groupes, c'est que d'abord, nous avons la compétition des GAFA, pour recruter les jeunes, et puis que quand on recrute des très grands talents, on les forme pendant 2 ans et ensuite ils partent. GAFA, Google, Apple, Facebook. Oui, pardon. Oui, Google. Ah, oui. Et donc, vous êtes confrontés au fait qu'on ne fait pas assez attention à votre créativité, et nous sommes confrontés au fait que nous n'offrons pas aux jeunes ce qu'ils souhaitent pour leur carrière, puisque nous sommes dans des entreprises qui sont extraordinairement organisées, très processé, où dès qu'il y a un problème, on change l'organisation ou on change le process, et que ces deux solutions pour apporter une solution au problème ne sont plus les bonnes. Et donc l'écosystème entre l'université et l'entreprise doit radicalement changer pour permettre qu'on recrute des créateurs. Alors j'ai pas la réponse. Parce que il faut qu'elle soit disruptive.
Et je ne suis pas sûre que dans notre pays, on est tout à fait prêt à avoir des réponses disruptives. Mais quand vous regardez aux États-Unis, les jeunes créateurs, ils n'ont souvent pas terminé leurs études. Et c'est au sein de leurs études qu'ils sont devenus chefs d'entreprise. C'est peut-être ça qu'il faut tout simplement faire, c'est vous permettre à vous de créer votre entreprise quand vous êtes au lycée, même quand vous êtes au collège, quand vous êtes au lycée ou quand vous êtes à l'université. Merci Clara. Jacques, sur le même sujet, puis on prend vos questions juste après. Peut-être, alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui, monsieur, au troisième rang, si on peut apporter un micro. Merci de vous lever, de vous présenter et de formuler une question brève. Merci à vous. Bonjour, Tristan Brani. J'ai lancé une entreprise, une start-up, et ma question est très brève. Quelles sont les réformes nécessaires au niveau de l'enseignement et au niveau de l'État, de telle sorte à ce qu'on crée des Thomas Edison, de permettre l'éclosion de Thomas Edison et de ne pas avoir la frustration de Nikola Tesla. Merci. Merci à vous. Jacques, peut-être quelques réflexions là-dessus. D'abord, comme vous savez, Nikola Tesla a été la victime de Thomas Edison, et c'était, pardonnez-moi Clara, mais c'était Tesla qui avait raison. Et Edison, dont j'ai écrit la biographie, donc je ne suis pas un adversaire d'Edison, mais Edison s'est très 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 mal conduit avec Tesla, d'une façon assez épouvantable. Donc il arrive très souvent que des créateurs aient raison et soient maudits et ne passent pas. C'est le destin humain, c'est comme ça. Je pense que notre société est trop évidemment conformiste au sens de ce qu'elle n'accepte pas le nouveau très facilement. Et je pense que la France, de ce point de vue, est particulièrement coupable pour une raison que j'ai souvent expliquée, c'est que pour accueillir le nouveau, il faut accueillir le nouveau de toutes les façons possibles. La créativité, c'est aussi l'accueil des étrangers. Une nation qui n'accueille pas bien les étrangers n'est pas une nation créatrice. D'ailleurs, regardez ce qui se passe aux États-Unis. 80% des grandes entreprises qui sont créées aujourd'hui sont créées par des immigrants qui sont venus aux États-Unis, qui n'ont pas fini leurs études et qui créent des entreprises. Pourquoi Google aurait pu être créé en France si celui qui a été là-bas pour le faire, en abandonnant ses études, était venu en France? L'accueil des étrangers est fondamental. Et si la France est de ce point de vue si catastrophique, c'est parce que nous sommes une nation dont la capitale n'est pas un port. Nous sommes ici à un endroit où Napoléon a mis la capitale du département Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, qui est une absurdité, alors qu'elle aurait dû être évidemment à Marseille. Et c'était vrai pour tous les ports de France, qui ont tous été des sous-préfectures pour les tenir. C'était le cas de La Rochelle, c'était le cas de Brest, c'était le cas du Havre, etc. Ça a été tenu et c'est une profonde tradition française. On a peur de l'autre, on a peur de l'étranger, on a peur de la mer. Et je parle sous le contrôle d'un grand marin. C'est la mer qui ouvre à toutes les innovations et la créativité. Tant qu'on n'aura pas changé cette disponibilité à penser que l'autre est une bénédiction, qu'on a à apprendre de l'autre, eh bien, on ne sera pas une grande nation créatrice. Éric Orsena, sur ce sujet. Alors, sur la mer, on est parti jusqu'à midi. C'est clair, puisqu'on a travaillé avec Jacques sur la question de la mer. Quand on voit que le Grand Paris s'arrête à 12 km de la Tour Eiffel et qu'on a un port juste à côté qui s'appelle Le Havre et qu'on met plus de temps entre Le Havre et Paris maintenant qu'en 1930, on voit à quel point la France est complètement tombée sur la tête. Quand on voit l'axe rhodanien, vous savez très bien que l'axe rhodanien commence par un verrou, Marseille, et se termine par un cul-de-sac, Lyon. Parce qu'il y a des malades mentaux qui ont considéré qu'il valait mieux sauver 3 grenouilles que de mettre ensemble des 2 fleuves qui ont le même nom, qui s'appellent le Rhône et le Rhin. Donc on marche sur la tête. Alors sur la question de l'éducation qui me passionne, il y a en même temps une contradiction qui est le cœur de la vie, bien sûr. D'abord, moi ce que je souhaiterais, étant donné qu'on ne sait pas les métiers qu'il y aura demain, donc la spécialisation n'a aucun sens, et que c'est le grand retour de la culture générale, puisque le monde d'aujourd'hui, il est étymologiquement religieux, c'est-à-dire relié. Donc pour moi, l'idéal serait qu'il y ait un seul bac, mais qu'il y ait des options dès la grande maternelle, c'est tombé sur la tête, puisqu'on morcelle, et voilà. Mais à l'intérieur de ce bac unique, qu'il y ait des parcours de chacun qui invente, mais que ça ne soit pas des options écrit primal et macramé dès le CP. Ça me fait chier. Et qu'on oublie un point, c'est que si on ne sait pas parler, si on ne sait pas compter, on est, dès l'âge de 12 ans, c'est un Français sur 5, on est des exclus à 12 ans. Alors c'est honteux
d'un point de vue moral et absolument imbécile d'un point de vue de ce qu'on appelle ressources humaines. Merci Eric. Navi, sur ce sujet, comment vous voyez les choses? Justement, avec l'expérience qui est la vôtre, quelles sont les bonnes réformes, au fond, pour développer l'écosystème favorable à l'innovation? Non, je suis en train de penser parce que l'écosystème, bon, c'est quand même un sujet très macro pour moi. Je suis beaucoup plus terre à terre. Donc, mais je pense que justement, en tant qu'étudiante, je dirais finalement, c'est innover vous-même sans attendre de l'aide. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et je vais donner un exemple très concret qui m'a beaucoup marqué. C'est 2 étudiants à l'Université de Toronto qui en avaient marre parce que le laboratoire de biologie, je crois, avait une imprimante 3D qui ne marchait pas très bien. Alors, au lieu de se plaindre, ils ont dit on va inventer notre propre imprimante 3D. Ils l'ont fait. Ça s'appelle la TICO, qui est en fait conçue de façon que ce soit beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide. Bref. Et après, ils se sont dit... Éloge du râteau. Voilà, exactement, éloge du râteau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils disent finalement l'institution, ma génération, c'était ça, on était religieux. Moi, j'avais un prof de physique, bon bref, je ne vais pas aller là, mais vraiment, c'était beaucoup plus... voilà, il y avait le sachant, nous, c'était les étudiants. On était vraiment intimidés quelque part. Cette génération, elle s'en fout complètement. Elle dit, j'ai un problème, et toi, en tant qu'institution, tu ne m'offres pas ce que je veux, je le crée moi-même. Et je le crée moi-même. Alors, ça ne s'arrête pas là. Ils ont créé leur propre imprimante 3D. Et après, ils se sont dit, c'est tellement intéressant, ils ont 21 ans. Déjà, ils disent, en tant qu'entrepreneur, pourquoi on ne peut pas faire un produit commercial avec ça? Alors, la question, c'est, il faut de l'argent pour mettre en place une entreprise. Voilà. Ils ne vont pas chez BPI, France. Ils vont sur un site de financement participatif qui s'appelle l'équivalent de KissKissBankBank. Bank. Aux États-Unis, c'est Kickstarter. Vous savez combien ils ont levé en 3 mois? 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Et l'imprimante doit être commercialisée cette année. Ça s'appelle TICO, c'est 175 $ seulement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette imprimante 3D elle-même va être fabriquée par une autre imprimante 3D. Et c'est ce que j'appelle la méta-création, c'est-à-dire qu'il va y avoir des plateformes comme des imprimantes 3D qui vont créer d'autres imprimantes 3D. Donc c'est vraiment quelque chose, j'encourage vous, les étudiants, finalement, comparé à ma génération, ne plaignez pas, faites vous-même les solutions que vous voulez. Voilà. Oui, c'est juste une suggestion pour... C'est juste une suggestion pour écrire la Bible, parce que moi je suis fasciné par les gros tirages. Donc ça serait, au commencement, était une imprimante 3D. Oui, comme je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle et que les jeunes se lèvent tôt, je voudrais simplement vous passer un message qui est que vous avez une chance extraordinaire. Vous êtes une génération qui peut créer. Nous, quand on avait 20 ans, si on voulait apprendre, il fallait acheter des livres ou aller en bibliothèque. Si on voulait faire de la musique, il fallait faire 10 ans de solfège. Si on voulait faire un film, il fallait avoir un oncle riche qui avait une caméra Super 8. Vous avez la possibilité de créer, d'inventer derrière votre ordinateur, de vous mettre ensemble. Donc profitez-en, n'attendez pas que la société française vous offre ceci ou cela. Vous avez de l'or entre les doigts, vous avez une chance extraordinaire et l'avenir appartient à ceux qui l'aiment tôt, donc aimez l'avenir tout de suite. C'était cette fois-ci l'éloge de l'audace. Madame, une question. On va vous apporter un micro tout de suite. Il arrive. Merci de vous présenter. Je m'appelle Christiane Waro-Dademar et après une longue carrière dans les nouvelles technologies, je me suis occupée de faire du coaching pour les surdoués. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point les gens qui ont des QI supérieurs à 130, 2% de la population sont en situation d'échec, puisque 30% ne vont jamais avoir de diplôme. Ma question, c'est les grands groupes et les autres entreprises ou services publics qui se plaignent de manquer de créateurs, n'ont-ils pas là un creuset de recrutement extraordinaire? Le problème, c'est qu'il faut les détecter. Merci pour cette question, Clara. Peut-être pour vous, au fond, les potentiels, les hauts potentiels qui sont souvent en situation d'échec dans le système scolaire ne constituent-ils pas un vivier important dans lequel pourraient s'approvisionner les entreprises et plus largement les employeurs? Oui, je crois surtout que la réponse, elle est dans le système scolaire. Moi, j'ai eu un fils qui était dans le même cas que vous soulignez, qui avait 160 de QI et qui a eu 5 de moyenne toute sa scolarité.
Maintenant, il est historien. Il vient d'avoir 19 à son dernier mémoire. Donc, il y a un moment, heureusement, le talent se révèle. Vous avez tout à fait raison, mais je pense que c'est le système scolaire qui veut ça. Et c'est ça qu'il faut d'abord réformer. C'est pas nous, les entreprises, on est prêts à accueillir les créateurs, mais le drame de notre pays, c'est que les enfants qui sont différents, qui ont une forme de génie, ils ne sont pas forcément doués pour écrire sans faute d'orthographe, pour être rigoureux, pour avoir des règles. Ils ont l'esprit ailleurs. Et ça, moi, je ne saurais pas répondre à la question du système scolaire, mais je suis sûre qu'Éric aura des idées là-dessus. On va peut-être passer à une autre question. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Pierre-Étienne Laurenceau. J'ai créé 2 entreprises, le groupe Leaders League, qui édite un magazine décideur, et une maternelle, puis un primaire, puis un collège. Donc c'est possible en France de créer des écoles, mais la question qu'il faut se poser et qu'il faut poser et dans les entreprises et dans les écoles, c'est comment redonner de la liberté. Alors dans l'entreprise, on appelle ça l'empowerment. Donc comment disrupter les entreprises pour faire de l'empowerment. Et donc c'est une question pour, par exemple, Clara Guémard. Et dans les écoles, en fait, il y a quelqu'un qui a déjà disrupté l'école, c'est Maria Montessori, parce qu'elle a enlevé le pouvoir, la dictature du prof, et elle a mis le pouvoir dans les élèves et dans un matériel auto-apprenant. Donc la question, c'est comment disrupter les modes d'apprentissage à travers un cadre qui empower. D'ailleurs, dans les écoles, il n'y a pas de classe, il y a une ambiance. Et le prof n'est juste garant que de l'ambiance. Donc comment allez-vous disrupter vos propres méthodes pour empowerer ? Ce qui est très intéressant, traduire, hein. Ça veut ce qui est dire, très intéressant, c'est que le mot empowerment, il est intraduisible en français. Hein. Donc, c'est on a donner. toujours une solution, je pense. On a toujours. Jacques, rendre responsable, rendre autonome. Oui, mais c'est plus qu'autonome. Hein. C'est faire grandir. C'est à la fois faire grandir, être autonome, donner le pouvoir de décision. Donc oui, devenir soi, ça c'est ton livre. Mais dans l'entreprise, non, mais c'est vrai, c'est un très beau livre. C'est un très beau livre. Je vous recommande de le lire. Il est magnifique ce livre. Il est magnifique ce livre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de mots pour dire, pour traduire cette volonté dans l'entreprise d'empowerment des individus dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement de redonner, pas simplement l'expertise, pas simplement recruter des experts, mais recruter des gens qui savent décider et prendre du risque. Et valoriser le risque, ce que Éric a très bien souligné tout à l'heure, l'échec. Je voudrais juste dire un mot. Aux États-Unis, on parle, en France, on parle de prendre son risque. Aux États-Unis, on parle de prendre sa chance. Éric, un mot sur. Est-ce que tu discutes aussi ? Empowerment, je veux bien, mais il y a un mot qui est magnifique et qui est confiance. On voit quelqu'un, on lui fait confiance. Vous ne pouvez pas imaginer. Si je vois le bilan de mon existence déjà longue, les moments où quelque chose a changé en moi, c'est le moment où on m'a fait confiance. Mon éditeur, j'avais 19 ans, et Jacques Attali, j'avais 25 ans. Brutalement, vous rencontrez quelqu'un, et quelqu'un qui dit « Je vois en toi plus que ce que tu crois avoir en toi ». Et non seulement on essaye de ne pas le décevoir, mais on dépasse. Et l'amitié avec Jacques, c'est immense cadeau de la vie. Je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre d'amitié. Et le mot, le empowerment, c'est la conséquence d'un premier mot qui est la confiance. Navi sur le même sujet, et puis on prendra la dernière question. Je vais juste donner quelque chose de concret. Il y a des changements en France, si vous ne pas négatif. Je prends l'INREA à Grenoble, qui est dirigé en fait par un ancien de GE. C'est une coïncidence, hein, Clara, mais il vient du monde industriel, donc ce n'est pas un académique type. INREA, vous savez, ils les prennent après le bac, donc c'est 5 ans d'études. Et l'idée, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est dire finalement, au lieu de l'offrir la théorie d'abord et ensuite la pratique, démerdez-vous dans le monde du travail, il a inversé ce monsieur-là. Donc l'idée, c'est que les 2 premières années, ils ont ce qu'on appelle un Fab Lab. Donc au lieu d'aller dans une classe, ils vont dans une espèce, j'appelle ça une aire de jeu. En fait, ils peuvent s'adonner à des projets qu'ils veulent faire. Ils sont aussi formés dans des arts plastiques, hein, donc ce n'est pas juste l'ingénierie classique, sciences, maths, etc. C'est aussi le cerveau droit et le cerveau gauche bien équilibré. Donc je pense que s'il y a des expérimentations comme ça, où vraiment on essaie justement d'encourager la créativité,
dès l'amont de la chaîne d'éducation, si vous voulez, de valeur d'éducation. Donc il y a des expérimentations en cours en ce moment en France, donc c'est ça qu'il faut amplifier, mettre en valeur et dire finalement il y a une voie alternative justement pour former les jeunes, en les autonomisant ou justement en créant en fait un lieu, un espace et leur donnant le temps aussi pour justement faire la créativité. Jacques ? Oui, on a prononcé beaucoup de mots très importants, peut-être qu'il y en a un qu'on peut ajouter à cette liste. C'est que je crois qu'il n'y a pas de créativité sans entêtement. C'est-à-dire que la créativité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au caprice, qu'on fait en une seconde. Or, toute notre société pousse à cela, pousse à passer d'un sujet à l'autre à toute vitesse, à considérer que les choses qui ne sont pas obtenues vite ne méritent pas qu'on s'y attache, etc. Non, créer une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit une œuvre d'art, un livre, un morceau de musique ou quelque aventure même industrielle qui soit, et Edison a fait des milliers d'échecs, comme l'a rappelé Clara, avant de réussir, ça suppose un entêtement, une confiance qui vous est faite par d'autres, comme l'a très justement dit Eric, mais une confiance qu'on a en soi-même, c'est-à-dire une certitude profonde en soi que si on ne le fait pas, on n'est pas soi-même, on doit le faire. Et donc, même si on échoue, il faut continuer, quitte à apprendre de ses échecs. Mais je crois que la persévérance, l'entêtement, la volonté, l'énergie intérieure que cela suppose est la clé absolue de la créativité. On va prendre une dernière question, madame, s'il vous plaît, mais vraiment une question brève à laquelle nous répondrons brièvement, car nous arrivons au terme de la session. Bonjour, Sylvie Maléco. Je voudrais savoir comment on peut, par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, repenser l'organisation du travail. On a le sentiment que les grands groupes ont leur légitimité parce qu'ils ont des moyens, ils ont des process qui sont utiles, que les créateurs ont besoin de laboratoires, que si on veut savoir gérer son temps, finalement, il y a peut-être des moments où on a envie d'être en phase de loisirs, même si c'est dans le temps réglementaire du travail, etc. Donc comment est-ce qu'on peut repenser l'organisation du travail pour permettre justement cette innovation et cette créativité permanente et peut-être à chacun de s'exprimer comme il le souhaite. Question essentielle, bien sûr. Malheureusement, nous n'avons que peu de temps. Jacques. Moi, d'un mot, ma réponse est nous sommes tous déjà des intermittents du spectacle. C'est le seul statut qui a un avenir. Les entreprises ne seront qu'une collection d'intermittents du spectacle, avec au centre, comme dans le modèle qui, moi, me paraît le modèle de l'entreprise de l'avenir, c'est-à-dire le Cirque du Soleil, un très petit nombre de gens permanents, dont l'essentiel est d'aller recruter des talents, dont on sait, Clara l'a dit tout à l'heure, qu'ils ne seront pas durablement avec vous, mais parce qu'ils feront leur vie autrement. Nous sommes tous des intermittents du spectacle. La question de l'équilibre du système financier est évidemment essentielle pour régler cette question. Clara, pour le mot de la fin. Oui, je voudrais dire que vous touchez du doigt un sujet qui est majeur pour notre société parce qu'on a organisé notre monde en fonction d'une industrie fordiste. Aujourd'hui, vous prenez les jeunes qui créent une entreprise, ils se mettent dans un appartement, ils se mettent à 4, ils travaillent 90 heures par semaine, ils ne se payent pas de salaire, et la direction générale du travail viendrait les inspecter, ils ne respectent aucune règle. Et pourtant, c'est eux qui sont l'avenir. Et donc, c'est un sujet qui est absolument majeur. Comment on fait pour adapter nos lois du travail à cette créativité? Peut-être d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Maffezoli qui le dit, nous sommes passés d'un monde qui n'est plus un monde du travail, mais qui est un monde de la créativité et de la connaissance. Merci à vous tous, merci à nos intervenants. Je crois qu'on a compris pourquoi on s'était levé tôt ce matin.